Alors donc on appelle ici les invités de cette deuxième table ronde. Yann Brossard, qui est donc adjoint à la mairie de Paris, chargé du logement. Et de l'hébergement. Et de l'hébergement. On appelle aussi François Davy, déjà. Président de Foncia. Donc, Xavier Lépine, prenez place. Président aussi. de la Française. Et Christian Nicole, président de Solia. Président délégué de Solia et ancien directeur de l'habitat à la ville de Paris. On avait fait par ordre alphabétique, mais c'est pas grave. Bon. Alors on a vu, l'encadrement des loyers, ça a été un thème très débattu avec beaucoup de polémiques. Aujourd'hui, on est à 3 mois de sa mise en application et on va essayer de voir comment ça se passe, quelles sont les solutions et quelle a été la solution trouvée, est-ce que c'est la plus adéquate. Catherine. 3 mois d'application à Paris, puisque pour l'heure, il n'y a que Paris qui est concerné à titre expérimental, avait annoncé Emmanuel Valls en août 2014. Et moi, je voulais commencer par l'histoire de l'encadrement et le pourquoi de cette mesure, en interrogeant Christian Nicole. Vous êtes maintenant président délégué de Solia, mais vous avez été directeur de l'habitat et du logement de la ville de Paris. Vous êtes également l'ancien directeur de cabinet de Louis Besson. Vous êtes un des artisans, ou en tout cas un des praticiens de cet encadrement des loyers, puisque je crois que dès 2006-2007, c'est une réflexion qui a été conduite à la ville de Paris. Personnellement, même, j'ai travaillé beaucoup plus longtemps que ça dans ma vie sur l'encadrement des loyers, parce que j'ai l'impression d'avoir été mêlé sur les politiques des loyers en France depuis au moins 40 ans. Et d'ailleurs, je rappellerai qu'à Paris, les loyers sont encadrés d'une manière ou d'une autre depuis au moins 40 ans. Donc c'est pas une nouveauté. Et sur les 40 années en question, les loyers des nouvelles locations ont dû être fixés librement, à mon avis, uniquement sur la période 2000-2012. Et par contre, sur les loyers de renouvellement, ils ont été encadrés pendant toute la période. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a rien de nouveau. Mais donc, il y a eu cette réflexion, effectivement, qui a été conduite à la demande du maire de Paris, c'était en 2010-2011, sur qu'est-ce qu'on pouvait faire sur le niveau de loyer à Paris, qui était préoccupant, puisque, effectivement, on était sur 10 ans de liberté de fixation des loyers des nouvelles locations à Paris, et donc sur des loyers qui avaient atteint des niveaux tels que une famille avec 2 enfants, pour pouvoir se loger à Paris, il lui fallait au moins 8 000 € de revenus mensuels, ce qui est toujours vrai d'ailleurs, et qui ne concernait que 10% le dernier décile de la population. Idem pour les jeunes sur un autre créneau, sur les petits logements. Les jeunes sur les petits logements parisiens étaient accessibles aux jeunes pendant des années parce que qui dit petite surface dit petit loyer, mais l'inflation sur les petits loyers était telle que dorénavant, pour louer une chambre de 12 mètres carrés, il fallait gagner entre 15 000 et 2 000 € par mois, ce qui effectivement rendait ce marché aussi inaccessible aux jeunes. Tout ça, c'est pour vous donner le contexte qui a conduit le Conseil de Paris à décider de mettre en place un groupe de travail. Et je dois dire d'ailleurs que la mise en place du groupe de travail, comme ses conclusions, ont été quasiment adoptées à l'unanimité, toutes tendances politiques confondues, pour vous montrer quand même, on parlait de territorialisation de politique du logement tout à l'heure, pour vous montrer que les territoires sont quand même sensibles à la plus ou moins grande facilité, là c'était la difficulté, des populations pour se loger. Bon. Le contexte du groupe de travail. Donc on avait cette expérience d'encadrement des loyers qui était ce qu'on appelle un encadrement en évolution. C'est-à-dire que depuis 40 ans, on dit en gros le loyer du nouveau locataire est égal au loyer de l'ancien locataire plus quelque chose. Bien souvent, le quelque chose était égal à 0. Donc le loyer de nouveau locataire est égal au loyer de l'ancien locataire. Il nous semblait que ce mode de fixation
était injuste, puisqu'il revenait à perpétuer les inégalités. Les loyers très élevés restaient très élevés, les loyers très bas restaient très bas, et d'où l'idée d'inventer quelque chose d'autre qui était un encadrement en niveau des loyers, ce qui à Paris était possible, parce qu'à Paris, on bénéficie depuis 1988 d'un observatoire des loyers qui donne précisément, quartier par quartier, un niveau de loyer, souvent la surface et le type de logement. Donc, l'idée était de remplacer simplement l'encadrement en évolution par un encadrement en niveau qui était plus juste, à partir des valeurs de l'observatoire, qui était plus juste et surtout plus simple à appliquer. Quand on vous dit vous avez le droit d'augmenter le loyer plus la moitié de l'écart entre le loyer pratiqué et le loyer des logements comparables du quartier, ce qui était un peu ce qui se pratique depuis 30 ans à Paris, bien évidemment, vous avez le droit de pratiquer le loyer de l'ancien locataire plus la moitié de l'inconnu. Et donc, en fait, c'est un système assez souple qui était tellement compliqué à mettre en œuvre qu'en fait, il n'était pas mis en œuvre et qu'il n'était pas appliqué. Alors que le système d'encadrement des loyers, quand on vous dit, ben voilà, dans ce quartier-là, pour tel type de logement, c'est 23 € du mètre carré, ça, c'est simple à mettre en œuvre et c'est facilement contrôlable par le propriétaire comme par le locataire. Voilà. Bon, après, donc cette idée a été reprise dans la loi Allure, pas tout à fait dans les mêmes termes, puisque, bon, enfin, je passe les détails, mais aussi à un niveau géographique assez différent, parce que les propositions du rapport parisien, bien évidemment, étaient des propositions pour Paris où on avait la chance d'avoir un observatoire, et par contre, les 28 autres agglomérations sont une innovation législative de la loi Allure, sur lequel je m'interroge un peu, parce que quand on voit le niveau de loyer à Paris et le niveau de loyer de la ville qui, dans l'ordre, vient après, on passe du simple au double quand même. Donc ça ne se pose pas dans les mêmes termes qu'à Paris, ce qui, j'imagine, explique pourquoi le Premier ministre a lancé d'abord l'expérimentation à Paris. Avant de parler d'autres villes, on va rester sur Paris. Merci pour cette grande fresque de 40 ans d'encadrement des loyers. Yann Brossat, donc, ça fait 3 mois que c'est en pratique à Paris. Quels enseignements? Est-ce qu'on peut déjà tirer un bilan? Je ne pense pas, c'est un peu tôt, non? D'abord vous dire que je suis très heureux d'être ici parce que je reconnais de nombreux visages complices de la politique du logement que nous menons à Paris. J'ai bien compris que le sujet, c'était l'encadrement des loyers, le bilan de l'encadrement des loyers. Je voudrais déborder un peu du sujet parce que la première question à se poser, c'est de savoir pourquoi est-ce que la ville de Paris, en lien avec l'État, puisqu'en l'occurrence, c'est l'État qui a légiféré, que la ville de Paris n'avait pas les marges de manœuvre pour le mettre en place, pourquoi nous avons décidé de mettre en place l'encadrement des loyers? Nous avons décidé de le faire parce que la situation était tout simplement devenue extrêmement compliquée à Paris depuis de nombreuses années, du fait de la flambée des prix de l'immobilier. Je crois qu'on peut évidemment s'interroger ensemble pour savoir si c'était la bonne mesure à prendre, et c'est d'ailleurs l'objet du débat. Mais le constat lui-même, qui est de dire que la situation était devenue insupportable, est un constat sur lequel nous ne pouvons, je crois, qu'être d'accord. Tout le monde reconnaît aujourd'hui que les prix de l'immobilier à la location comme à la vente dans une ville comme Paris sont devenus fous, et que si nous voulons que Paris soit une ville de mixité sociale, si nous voulons que des infirmières, que des policiers, qu'un jeune cadre, qu'un jeune entrepreneur puisse vivre à Paris, on ne peut pas continuer à avoir un niveau de prix qui soit celui qui est à l'œuvre aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle la ville de Paris, en lien avec l'État, a plaidé pour l'encadrement des loyers. Aujourd'hui, il est évidemment trop tôt pour dresser un premier bilan. J'ai regardé un certain nombre de statistiques qui émanent d'ailleurs plutôt de professionnels de l'immobilier et qui montrent qu'on a environ 20%, 25%, ça dépend des estimations, des loyers qui ont été rabotés, et ça concerne particulièrement les petites surfaces, donc essentiellement les jeunes, dont Christian Nicole parlait à l'instant. Mais ce sur quoi, à mon avis, on gagnera à se focaliser, c'est de se dire qu'au fond, on ne sera pas d'accord sur l'encadrement des loyers entre nous. La question est de savoir sur quoi on peut se mettre d'accord. Et ça n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur l'encadrement des loyers qu'on ne peut pas faire ensemble des choses qui nous permettent d'obtenir que le logement à Paris soit moins cher
à la vente comme à la location. Et je pense à 2 initiatives qui, pour le coup, ont été prises par la ville de Paris en propre avec des acteurs de l'immobilier. Je pense d'abord à ce que nous avons fait avec la mise en place toute récente du bail solidaire, du bail multiloc à l'initiative de la FNAIM. L'objectif, c'est de louer moins cher et de mettre en location des biens qui sont aujourd'hui souvent vacants, 20% en dessous des prix du marché, moyennant un certain nombre d'aides que la ville de Paris accorde aux propriétaires qui acceptent de les remettre en location. Ça, c'est extrêmement intéressant. Nous l'avons lancé il y a quelques semaines. C'est d'ailleurs la FNAIM qui, pour une bonne part, a contribué à la mise en place de ce bail. Ça, c'est une voie d'avenir et nous misons beaucoup sur Multiloc pour permettre de loger des classes moyennes à Paris. Deuxième initiative que nous avons prise, c'est la charte antispéculative, la charte promoteur, qui nous a d'ailleurs été soufflée par bon nombre d'acteurs de l'immobilier. Nous avons signé le 23 juin dernier avec la ville de Paris, avec les aménageurs, avec bon nombre de promoteurs qui travaillent à Paris, cette charte qui vise à faire en sorte qu'on ait des prix de sortie à Paris qui soient moins élevés qu'ils ne l'étaient il y a encore quelques années et qu'on sorte de cette spirale qui nous conduisait à vendre des charges foncières à des prix délirants, ce qui finissait par avoir des répercussions sur toute la chaîne et qui rendait l'accession à la propriété totalement inabordable pour les classes moyennes parisiennes. Voilà, moi, mon sujet est le suivant. Bien sûr, il y a l'encadrement des loyers. Regardons aussi comment on peut avancer ensemble sur un certain nombre de sujets pour sortir d'une situation qui, à nos yeux, à tous, n'est plus acceptable du point de vue de l'immobilier à Paris. Voilà, donc là, 2 solutions que vous avez apportées, Multiloc et cet engagement avec les promoteurs, mais qui sont des solutions où chacun apporte quelque chose. C'est donnant-donnant. François Davy, vous, quel est votre avis sur cet encadrement des loyers? Est-ce que c'est donnant-donnant? Alors, M. Brossard avait parfaitement raison de dire qu'on ne serait pas d'accord, mais je ne voudrais pas qu'il tue le débat quand même, parce que l'esquive, c'est bien, mais on va revenir quand même sur le centre du sujet. Mon voisin de droite a quand même expliqué un petit peu la genèse, et je voyais les visages qui suivaient votre explication très technique, et qui faisaient que quand même tout le monde se disait « c'est vraiment bien, mais c'est vraiment très compliqué ». Alors l'encadrement des loyers, nous on trouve effectivement que c'est un très mauvais remède sur un vrai mal, que tout le monde reconnaît bien. Alors, je pourrais citer cet économiste suédois, Asfar Lindbeck, qui a dit que les 2 meilleurs moyens pour détruire une ville, c'est soit de la bombarder, soit d'encadrer les loyers. Alors, l'encadrement des loyers ne va pas détruire la ville de Paris. Peut-être un juste milieu. Mais quand même. Moi, je plaide pour l'encadrement, oui, mais des taxes. Les loyers, ils ont augmenté de 29% à Paris. Alors, Paris, c'est un petit marché de la location. C'est le parc locatif, c'est à peu près 6% des logements d'abord. Puis le locataire parisien, il change beaucoup moins souvent que le locataire moyen français. Première des choses. Mais quand même, encadrons les taxes avant d'encadrer les loyers. Les loyers, ils ont augmenté à Paris de 29% en 10 ans. Les taxes, elles ont augmenté de 66%. Donc, il faudrait quand même aussi savoir que le loyer, c'est bien de l'encadrer, mais à ce moment-là, le législateur, en tout cas le décideur public qui encadre les loyers, il devrait aussi encadrer ce qu'il vote comme impôt. Puis de toute façon, la loi, elle n'a pas été respectée. Voilà ce qui nous gêne. Elle n'a pas été respectée parce qu'on a demandé à l'OLAP quelque chose qui était impossible. On l'a bien vu, et vous avez parfaitement raison, monsieur. Comment définir au niveau d'un quartier un bon loyer médian? C'est impossible. L'OLAP, mission impossible. Donc l'OLAP n'a pas respecté la loi. La loi dit qu'on doit établir des moyennes sur des éléments qui sont observés. Et on a toutes les preuves, et on l'a démontré, notamment le fait qu'il y avait eu des moyennes qui étaient faites. On manque de références locatives dans certains éléments. On a bien vu cette aberration entre le quartier de Javel et le 16e arrondissement pour lequel le loyer médian est le même. On voit bien que ça correspond à des incohérences. Et encore une fois, on ne dit pas que nous, professionnels, on aurait trouvé la solution, on dit que c'est absolument impossible. Donc c'est ça qui est quand même important. D'autre part, le complément de loyer. Nous, on peut dire effectivement, M. Brossard a raison, c'est à peu près entre 20 et 25% des loyers qui sont rabotés. Nous gérons un immeuble dans le 7e arrondissement, 41 € du mètre. Il va passer à 29 €. C'est sûr qu'il y a beaucoup de classes moyennes, beaucoup de jeunes, beaucoup de policiers, beaucoup effectivement d'employés administratifs ou de fonctionnaires qui vont se loger à 28 € du mètre carré. Je ne suis pas sûr que ça soit l'objectif de la loi. Mais aussi comment faire appliquer. Et moi, je dis que cet encadrement des loyers, il a deux impacts majeurs. C'est qu'il va dégoûter les investisseurs, notamment les investisseurs locatifs. Il n'y a quasiment plus d'investisseurs institutionnels. La preuve, certains champions français de l'investissement locatif vont investir en Allemagne. On peut se poser la question. Mais surtout, moi, ce qui me gêne, parce que je le vois en tant que professionnel, c'est que
les propriétaires sont désemparés. Les ventes augmentent. Il y a plus de ventes à Paris. Et ça, on peut se dire, à court terme, c'est bien. Mais les ventes de logements qui sont loués sont achetés par des propriétaires occupants. Est-ce que c'est l'objectif de l'encadrement des loyers? Je n'en suis pas sûr. Et la deuxième des choses que nous, on voit, parce que le professionnel, alors je ne vais pas citer la CLCV, mais c'est quand même encore scandaleux qu'une association de consommateurs ait autant de battage médiatique sur une étude qui porte sur moins de 0,2% du parc, comme ils l'ont annoncé ce matin. Mais plus sérieusement, on voit bien que les propriétaires sont désemparés, mais surtout, nous, ce qu'on fait, 3 choses professionnelles. Plein de choses qu'on fait mal, parce que c'est normal, on est le parfait bouc émissaire. La première des choses, c'est qu'on fait accepter par les propriétaires des locataires qu'ils ne prendraient jamais. Des étrangers, des personnes seules. Fondamentalement, on est beaucoup moins discriminant que le propriétaire qui gère lui-même. La deuxième des choses, c'est que nous, on fait adapter le loyer. Et on le fait baisser dans bien des cas. Les loyers baissent à Paris. Tout le monde le dit. Et la troisième des choses qui est encore plus importante, c'est que nous, on explique aux propriétaires qu'il faut qu'il entretienne son logement. Et ça, c'est un sujet qui est extrêmement important parce qu'il y a 40 000 logements qui disparaissent en France du parc locatif parce que le propriétaire ne veut pas faire les travaux. Et on le force. Et ce qu'on voit, c'est que le taux de travaux entre deux locations est en chute libre. Ben, je peux vous dire que l'encadrement des loyers, il va encore faire baisser ça et qu'un parc locatif qui n'est pas entretenu, c'est un parc qui se vend et qui se vend à des propriétaires occupants et qui font baisser le parc locatif. Et n'oublions pas que le parc locatif privé, il est largement supérieur en nombre au parc social et que celui-ci appartient à des personnes physiques, des gens qui votent et qui sont composés à 25% d'employés et d'ouvriers. Voilà. Alors, avant qu'on demande à Yann Brossat de répondre aux quelques thèmes qui ont été évoqués, ça en fait beaucoup. Xavier Lépine, vous, à la Française, vous avez réduit vos investissements. Vous êtes parti en Allemagne, comme l'a dit M. Davy. Bon, quelques points. En Allemagne, il y a le système des miroirs des loyers, qui est assez comparable finalement à ce qu'on met ici en place à Paris, et qui visiblement fonctionne. Donc c'est peut-être possible. Mais moi, l'encadrement du loyer, ça me rappelle d'autres encadrements. L'encadrement des prix, l'encadrement du crédit. Et à chaque fois, j'ai vu, enfin, pour les plus âgés d'entre nous, à chaque fois, ça a terminé dans le mur. Mais pas le mur qu'on bâtit, mais le mur qui s'effondre. Alors, peut-être que l'encadrement du loyer, c'est bien. Il a eu lieu, effectivement, on le sait tous, de 1914 à 1948. Du coup, ça s'est traduit par une pénurie d'immeubles et d'entretien d'immeubles absolument dramatique. Alors peut-être que cette fois-ci, il faut le faire, mais si on regarde, le vrai truc, c'est qu'est-ce qui s'est passé depuis 2000 ? On a eu, pour tous ceux qui regardent les études de Frégit, on a eu effectivement une sortie du pouvoir d'achat par rapport au prix de vente dans les zones tendues. Il y avait avant une corrélation entre l'augmentation du pouvoir d'achat et l'augmentation du prix de l'immobilier qui était à peu près linéaire, enfin parallèle dans les deux cas, et les loyers du coup parallèles. Et en fait, les prix ont beaucoup plus augmenté que les loyers, surtout dans les zones tendues et surtout dans Paris. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont beaucoup plus augmenté ? La réponse, Alain Dinin l'a donnée tout à l'heure, c'est les taux d'intérêt. C'est les taux d'intérêt qui ont énormément baissé. Et à qui ça a profité ? Aux propriétaires. Bon, ça n'a pas beaucoup pénalisé le locataire parce que les loyers ont monté beaucoup moins vite que les prix de l'immobilier. Donc ça s'est traduit par une baisse du rendement locatif, ça c'est clair. Mais le gros bénéficiaire, c'est donc le propriétaire. Et un propriétaire, ça s'appelle comment aussi ? Ça s'appelle un preneur de risque. Celui qui a pris des risques a été rémunéré. On ne lui a pas dit en 2000, tiens, si les taux d'intérêt montent, tu vas perdre de l'argent. On lui a dit, bah, tu prends ton risque. Et il a anticipé que ça pouvait baisser parce qu'il y avait l'euro, parce qu'il y avait enfin, tout ce qu'on a connu. Donc, c'est toujours la même chose. Un risque a été rémunéré, ce qui était trop bien rémunéré. On peut en discuter sans fin. Mais aujourd'hui, par exemple, quand on vient proposer à l'État de dire, écoutez, si vous voulez faire revenir les institutionnels sur le logement, nous, personnellement, effectivement, on vend beaucoup de logements à des institutionnels, des étrangers. Pas les caisses de retraite, elles sont fauchées, il faut être réaliste, elles sont toutes en diminution.
compagnies d'assurance ont de l'argent. Elles ont effectivement, prenez les compagnies d'assurance françaises, elles ont 1500 milliards d'euros de placement sur une duration moyenne de 8 ans. Ça leur fait 150 milliards par an à placer, plus le coupon de leur obligataire, ça leur fait 200 milliards. 200 milliards d'euros à placer par an, ça fait, vous divisez par 200 jours ouvrés, ça fait 1 milliard d'euros à placer par jour. Ça, c'est la réalité des compagnies d'assurance. Pourquoi est-ce qu'elles préfèrent aller dans le logement en Allemagne plutôt que le logement en France? La réponse est très simple, c'est 3%. C'est-à-dire que j'ai du rendement locatif en Allemagne à 5% sur de l'immobilier d'habitation contre 2% en France. Bon, c'est pas plus sophistiqué ou moins sophistiqué que ça, mais 2,5% de rendement avec un OAT à moins de 1%, c'est très très attractif. C'est très très attractif si en même temps, on ne vous dit pas « Ah oui, mais il y a Solvency 2, il faut mettre 25% de fonds propres en face de vos 2,5% de rendement. » Parce que c'est de l'immobilier, on sait très bien que l'immobilier peut baisser de 25% dans l'année. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis ce ratio-là. Donc c'est très très intéressant. Donc on va voir l'État, on lui dit écoutez, est-ce qu'il vaut mieux que ce soit des propriétaires qui achètent et qui perdent 25%, ou est-ce que ça pourrait pas être une garantie de prix à 25 ans ou 20 ans, donnée non pas de rendement, mais de prix nominal. Et à ce moment-là, vous avez un système merveilleux, vous avez un rendement de 2,5% pour une consommation de fonds propres de 0, comme de l'OAT. Je peux vous dire que ça, on fait des bulletins de souscription à la sortie, et vous avez résolu votre problème de logement. Mais, attendez, alors là, il y a un problème parce qu'on change la norme, et puis il faut, si c'est une garantie de l'État à 25 ans, on la vend, la garantie. Combien vaut une option de vente à 20 ans d'un actif qui a 4% de volatilité et un rendement de 2,5? Black & Scholes vous dit, c'est très simple, c'est 0,35% par an. Ça, on sait le faire sur tout, mais ça, l'État, visiblement, a du mal, parce qu'il y a un truc qui s'appelle Eurostat. Alors, Eurostat, c'est le machin quand on ne veut plus faire. C'est comme les enfants, c'est l'heure d'aller se coucher. Là, c'est l'heure de dire non, on ne peut pas envisager de donner une garantie à 25 ans, même si on l'a fait payer. Ce n'est pas dans la norme. Et tout le monde est d'accord au départ, comme Alain le rappelait, on en a vu un certain nombre, et pas des moindres. Et donc on boucle, et là on est en train de mettre en place un système en disant il faut faire baisser les prix. La réponse, c'est la baisse des prix. Vous avez vu ce que ça donne dans l'industrie, la baisse des prix? Enfin, il y a des industriels, je suppose, dans la salle. La baisse des prix, il n'y a rien de pire. L'effet richesse de la baisse des prix, alors qu'effectivement, 80% des Parisiens se sont probablement endettés pour acheter leur appartement, vous allez le voir. Vous allez le voir sur la conso. C'est des effets pervers dramatiques. La baisse des prix, il n'y a rien de pire. La déflation, on l'a connue dans toute situation, c'est pas une réponse. Donc peut-être que l'encadrement, ponctuellement, en est une sur un cas particulier, ça, j'en ai strictement aucune idée, mais c'est pas une solution pérenne. Une solution pérenne, c'est... On est aujourd'hui à ce niveau-là, on a laissé les prix dérivés, on a laissé le foncier s'installer à ce niveau-là. Eh bien, effectivement, les réponses, c'est un mélange d'amphithéose, c'est un mélange de viager, c'est un mélange de location-accession, c'est tout un tas de systèmes juridiques qui permettent finalement de dissocier le prix dans le temps, entre l'espace et le temps, et de donner accès à un certain nombre de gens pour redynamiser, enfin pour loger les gens d'abord, à des conditions acceptables. Mais l'encadrement du loyer, non, pour moi, c'est une aberration. Yann Brossat, justement, ce langage d'un investisseur, est-ce qu'il fait écho chez vous, et comment on rend compatible deux langages qui apparemment ne sont pas les mêmes? Je pense que le débat sur l'encadrement des loyers a pris une place qui est, de mon point de vue, démesurée. Personne n'a jamais prétendu, y compris d'ailleurs la majorité municipale parisienne, que l'encadrement des loyers résoudrait à lui seul le problème du logement. Nous avons considéré qu'à un moment donné, le niveau des loyers à Paris est devenu incompatible avec les revenus de la classe moyenne et qu'il était nécessaire
de mettre de la modération dans un système qui était devenu fou. On n'a pas prétendu pour autant que l'encadrement des loyers était la solution au problème du logement à Paris. Cela dit, quand on demande aux Parisiens quelles sont les mesures qu'ils plébiscitent pour améliorer la situation du logement dans la capitale, la première mesure qu'ils citent, eux, je ne parle pas de nous, hein, eux, c'est l'encadrement des loyers. Avant la production de nouveaux logements, avant la production de logements sociaux, avant la transformation d'immeubles de bureaux en logements. Donc du côté des Parisiens, le match, il est joué d'une certaine manière. Là, on est dans le sentiment. On est dans le sentiment, mais enfin, les Parisiens ont encore le droit d'avoir leur avis sur les mesures qu'on doit prendre pour améliorer la situation du logement, et ils ne sont pas les plus mauvais juges de la situation du logement. Donc l'encadrement des loyers est une mesure que nous avons décidé de prendre parmi beaucoup d'autres. Quel est le sujet fondamental ? Et c'est ça le sujet qu'on doit traiter de mon point de vue. C'est comment on fait en sorte qu'on ait plus de logements accessibles à Paris. Et toute la politique que nous menons, et le cœur de notre action en l'occurrence, ce qui relève pour le coup de nos compétences, des compétences de la ville de Paris, c'est de faire en sorte qu'on produise plus de logements à Paris qui soient des logements accessibles. On ne construit pas assez, on construit trop cher et on ne construit pas toujours au bon endroit. Le sujet, c'est comment on construit plus, moins cher, au bon endroit. Et c'est ça qui guide notre action depuis maintenant de nombreuses années. Christian Nicole en est un bon témoin et c'est ce que nous avons essayé de mettre en œuvre depuis notamment le début de cette nouvelle mandature, avec une méthode qui est systématiquement d'associer les professionnels de l'immobilier. Ce que nous avons fait le 23 juin dernier avec la mise en place de la charte antispéculative. Ce que nous avons fait, je l'ai dit tout à l'heure, avec la FNAIM sur le bail solidaire. Ce que nous faisons aussi en ce moment, et c'est quand même le cœur de ce qui nous mobilise, avec les grands propriétaires fonciers pour mobiliser des terrains, pour mobiliser du foncier. Paris est évidemment une ville très dense. Il nous reste néanmoins des lieux dans lesquels on peut continuer à mobiliser du foncier. On est en négociation notamment avec la SNCF de façon très serrée parce que c'est encore là que se trouvent les grandes réserves foncières. On est en discussion avec l'État sur les casernes, sur l'îlot Saint-Germain, sur un certain nombre de zones dans lesquelles on sait qu'on a la possibilité de construire. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on avance. Et je suis convaincu que si on se met ensemble, on est en capacité d'avancer. À une condition, c'est qu'on ne reste pas systématiquement bloqué sur cette question de l'encadrement des loyers. Ne prêtez pas à l'encadrement des loyers plus qu'il ne mérite. L'encadrement des loyers, c'est une mesure de modération dans une palette qui est beaucoup plus vaste. Et j'aimerais qu'on se concentre au moins autant sur cette palette de mesures qu'on est susceptible de mettre en place pour améliorer la situation du logement, parce que c'est là qu'on est attendu par les Parisiens, et c'est là qu'on peut aussi être utile. Quelles sont les solutions que nous pouvons mettre en œuvre ? Et si certains ont des idées de solutions à mettre en œuvre à Paris, que nous n'aurions pas encore mises en œuvre, mais sur lesquelles nous pourrions avancer, je suis preneur. Je prendrai une autre question qui est pour le coup un tabou qu'on a levé à Paris, qui est la question du démembrement, qui est la question de l'usufruit locatif social, que nous mettons en place notamment avec Pearl. Ça marche et nous avons décidé de le faire à Paris pour augmenter notre production de logements sociaux de manière intelligente, sur une durée déterminée, 15 ans, 20 ans, mais ça nous permet de loger des classes moyennes ou des familles modestes à Paris sans pour autant ruiner le contribuable, puisqu'en l'occurrence, la ville ne subventionne pas ces opérations. Bon. Ça, c'est une solution intelligente et c'est une solution qui, là aussi, a été construite en partenariat avec les professionnels de l'immobilier. Continuons dans cette voie-là, trouvons des solutions de ce type-là et je suis convaincu qu'on est utile quand on procède de cette manière-là. Il y a un certain nombre, effectivement, de solutions qui sont étudiées, des solutions globales, mais effectivement, il y a aussi des questions qui se posent sur cet encadrement, des questions légitimes qu'a posé Christian Davy et auxquelles on aimerait que vous répondiez concernant notamment la fixation des niveaux de loyer dans les quartiers. Il y a des plaintes qui ont été posées. Je suis l'actualité, évidemment. D'abord, la ville de Paris ne fixe rien. C'est l'OLAP. C'est l'OLAP qui travaille et c'est la préfecture derrière qui tranche. Je trouve franchement qu'on est un peu hypocrite dans cette affaire. Parce que le sujet, c'est que vous êtes contre l'encadrement des loyers et vous étiez contre la loi. Donc il est un peu absurde de reprocher à l'OLAP de ne pas respecter une loi à laquelle vous étiez de toute façon hostile dès le départ, parce que vous êtes hostile au principe même de l'encadrement des loyers. Donc le plus simple, c'est quand même que chacun assume ses positions. On a le droit d'être contre l'encadrement des loyers. Reprocher à l'OLAP de mal faire son job
alors que l'OLAP existe depuis plus de 25 ans et s'appuie sur des professionnels reconnus, je trouve que ça n'est pas juste. Par ailleurs, les critiques que j'entends sur l'encadrement des loyers, en plus j'habite à Montmartre, et Montmartre est une des zones dans lesquelles on nous dit beaucoup c'est mal fait parce qu'il y a à la fois Montmartre et puis il y a la Goutte d'Or. Mais les critiques qu'on fait sont extrêmement contradictoires. On reproche à la fois à l'encadrement des loyers d'être une usine à gaz et d'être trop compliqué, et on lui reproche dans le même temps de ne pas être assez précis et de ne pas avoir pris en compte des zones suffisamment précises. Donc on lui reproche tout. Donc ayons la franchise de dire que le débat est de savoir si on doit ou pas encadrer les loyers et mettre en œuvre un certain nombre de mesures, y compris qu'on peut qualifier d'un peu dirigistes, mais qui permettent de remettre de la modération dans un système qui, à nos yeux à tous, n'est plus devenu acceptable. Mais je crois qu'il faut que chacun assume ses positions. On peut toujours essayer de titiller et de trouver quelques exemples ici ou là, mais le sujet de fond est celui-là. Moi, je suis convaincu que la dérégulation totale en matière d'immobilier est une folie, qu'elle nous conduit dans le mur. Est-ce que ça doit nous interdire de travailler sur d'autres sujets ensemble? Non, mais le constat de départ que je fais est celui-là, et je l'assume parfaitement. Je n'esquive pas, je ne biaise pas, je l'assume. Non, mais on a bien compris que vous essayez quand même de globaliser le débat. Sur ce point particulier, quand même, qui est important, c'est une expérimentation, il y a des niveaux de loyer, il y a peut-être des choses à changer. Est-ce qu'il y a moyen de faire évoluer les choses? Si on s'est trompé, on peut le reconnaître, et puis revenir sur certains points en arrière pour corriger le tir. Il est prévu d'ailleurs, puisque c'est une expérimentation. Au bout d'un an, l'OLAP fera un bilan et l'OLAP ajustera. Mais dire aujourd'hui que l'encadrement des loyers est un désastre ou une catastrophe comme certains l'avaient prévu, non. Et les Parisiens que je croise tous les jours me disent plutôt qu'ils sont satisfaits de la mise en place de l'encadrement des loyers. Et croyez-moi, ça n'arrive pas si souvent que des Parisiens aillent voir leurs élus pour dire qu'ils sont contents. En l'occurrence, ils viennent nous voir et ils nous disent que c'est une bonne mesure. Bon, on n'aurait pas mis en place l'encadrement des loyers, vous savez, si les Parisiens y étaient massivement hostiles. Bon, d'ailleurs, on n'a pris personne en traître, c'était un engagement de campagne du président de la République, c'était un engagement de campagne de la maire de Paris. On ne va quand même pas reprocher au président de la République et à la maire de Paris d'avoir mis en œuvre ces engagements de campagne. En revanche, qu'il faille ajuster s'il y a un certain nombre de dysfonctionnements, oui, et donc il faut profiter du fait que c'est une expérimentation pour ajuster si nécessaire. C'est le boulot de l'OLAP, et l'OLAP, évidemment, fera des suggestions en ce sens dont il faudra tenir compte. Christian Nicole souhaitait s'exprimer justement sur l'OLAP et sur les sujets un peu l'élaboration. techniques. D'une part, effectivement, ce n'est pas la ville de Paris qui exerce la tutelle de l'OLAP. Et l'OLAP a eu en plus l'agrément de la commission ad hoc qui a garanti la fiabilité et la bonne méthode statistique. Alors, effectivement, il manque peut-être de références, mais que tous les professionnels de l'immobilier apportent toutes leurs références à l'OLAP. Et j'imagine qu'effectivement... Ça a été fait, non, François David? Non, mais en tout cas, ça a mis du temps à se faire. Ah ben non, attendez, je ne suis pas du tout d'accord. Je suis pas... Attendez. Je reviens là-dessus. Parce qu'il ne faut quand même pas dire une chose et son inverse. Je continue. Donc, il y a eu cette difficulté-là, en tout cas. Deuxième chose, dire que l'encadrement des loyers est complexe, non. Je redis tout à l'heure qu'on a inventé ce truc-là justement pour que ça soit simple, parce que les systèmes antérieurs étaient tellement complexes qu'ils n'étaient pas appliqués. Donc, dire que dans tel quartier, le loyer ne peut pas dépasser, je connais la surface de mon logement, je connais son nombre de pièces, le loyer ne peut pas dépasser telle valeur que je lis facilement sur Internet, ce n'est pas un système compliqué. C'est un système très très simple, et je pense que cette forme d'encadrement, certains la contestent parce que justement il est tellement simple qu'il est applicable. Voilà ce que je voulais ajouter sur ce point-là. Oui, alors je vais quand même réagir. D'abord, je pourrais vous donner les échanges que nous avons eus entre Clameur et l'OLAP, et qui montrent que c'est quand même du bout des lèvres que l'OLAP a accepté quand même de prendre. D'ailleurs, ceci dit, moi je peux me poser la question, pourquoi on a forcé les professionnels à donner leurs données, puisqu'a priori l'OLAP était suffisant par rapport à ça. L'encadrement qui est en cours depuis le 1er août, c'est sur les références 2014. Il n'est pas sur les références 2015. Donc, vous voyez, il y a quand même un certain nombre de choses qui sont à prendre en considération. Mais moi, je vais revenir sur le point de monsieur Brossard. Effectivement, Multiloc, c'est vachement bien. Travailler comme on le fait avec vous sur le 19e arrondissement pour proposer à 300 immeubles que nous gérons
des projets de surélévation et de transition énergétique, c'est top, c'est exactement ce qu'il faut faire. Mais revenons un petit peu sur le fait, est-ce que les Parisiens veulent que les loyers baissent? Bah oui, moi si on me demande, voulez-vous que le taux d'imposition de votre société baisse? Je pense que je vais répondre oui. Si je vais dans la rue avec un micro en disant, monsieur, est-ce que vous voulez que les impôts baissent? Est-ce que vous voulez que votre salaire augmente? Ou est-ce que vous voulez qu'il fasse beau tous les jours? A priori, on peut savoir à l'avance effectivement le sens de la réponse. Donc forcément, c'est des sujets comme ça. Mais ce sujet-là, sur l'encadrement des loyers, on le voit bien, si vous pouviez l'avoir un petit peu mis de côté et que ça soit, et qu'il y ait d'autres sujets de fond qui soient traités, et il y en a que vous faites très très bien évidemment avec les professionnels entre autres, mais pas que les professionnels, bien sûr qu'on travaillerait sur le fond. Il y a cette chose-là. Fondamentalement, nous, ce que professionnels on voit, c'est que effectivement l'encadrement il est simple à appliquer, mais l'encadrement il est contestable en tant que tel. L'encadrement il va avoir un effet dissuasif sur beaucoup de propriétaires qui vont vendre. Et ce sont les conséquences à moyen terme, à long terme que nous dénonçons. Le parc locatif privé, il doit croître à Paris. Tout le monde est d'accord là-dessus. Le parc locatif privé, c'est 400 000 logements à Paris. C'est quand même pas rien. D'accord? Donc, il faut qu'il augmente, il faut qu'il soit de meilleure qualité. Bien évidemment que la régulation est extrêmement importante. Et les professionnels, ils ont l'obligation d'appliquer cette régulation. Donc, on est tous liés avec un intérêt commun, c'est de faire appliquer, bien évidemment, une régulation qui soit applicable et qui soit acceptable, à condition qu'on ne se sente pas spolié, comme certains propriétaires qui ont investi de bonne foi, à condition, bien évidemment, que nous soyons entendus. Nous, professionnels, on a proposé le conventionnement. C'est-à-dire que pendant 9 à 12 ans, un propriétaire s'engage, même quand le locataire change, à toujours respecter l'IRL. Ce qui fait que le locataire reste ou qu'il y ait un changement, il n'y a pas effectivement ces abus qu'il y a eu. Et effectivement, il y a eu des abus. Mais pour une certaine frange d'abus, on va pénaliser tout le marché. C'est le problème législatif numéro 1 en France, c'est qu'on veut résoudre un problème. Il y a la pression médiatique, il y a des cas effectivement qui sont extrêmement importants et hop, tout le monde a droit à des mesures coercitives. Donc sur des sujets comme ça, alors je sais bien d'ailleurs la ville de Paris était très intéressée par le conventionnement. Malheureusement, le ministère ne nous a pas entendus et on voit bien la complexité, c'est que pas parce qu'on convainc un élu à un niveau local que l'aspect législatif suit. Mais il faudra quand même de toute façon travailler parce que nous sommes d'accord sur le fait que avoir des loyers qui soient raisonnables et qui suivent quand même l'inflation, mais qui ne suivent pas l'inflation du bâti et du foncier, parce que les prix du foncier ont beaucoup plus augmenté que les loyers, à Paris même, hein, et ça c'est partout pareil en France. On voit bien qu'on est tous assujettis à cette règle-là. Mais quand même, on n'a pas été entendus. C'est peut-être simple, mais les effets sont quand même dévastateurs, et il y avait d'autres idées à mettre en place. Voilà ce que nous, professionnels, on essaye de faire entendre. Xavier Lépine. C'est une question, on peut être que pour des loyers. Les loyers, c'est une conséquence d'un prix. Alors, vous savez, cette question, ça fait extrêmement longtemps qu'on l'a débattue. C'était en 1610, François Miron qui disait, et qui localisait à l'intérieur de Paris différentes cartes. Il était préfet des prévôts, donc préfet des marchands, l'équivalent probablement du maire de Paris. Et il disait déjà, attention, on est en train de créer des ghettos de riches, des ghettos de pauvres, et tout ça va conduire à la révolution. Donc c'est un problème extrêmement récent. Et non, ce que je veux dire par là, c'est que une fois de plus, qu'est-ce qu'un actif immobilier? Une obligation, vous l'achetez à 100, vous avez un taux d'intérêt, vous avez un rendement connu à l'avance qui est celui du taux de l'obligation. Une action, c'est un actif d'efficacité, c'est le potentiel que vous pouvez avoir par les gains de productivité et la croissance économique. C'est très lié, la valeur des actions sur longue période, à la croissance économique et aux gains de productivité. L'immobilier, c'est un peu autre chose. L'immobilier, c'est un actif de rendement qui cherche à vous protéger de l'inflation. C'est parce qu'il n'y a pas vraiment de gains de productivité en tant que tel. Donc il a une place tout à fait à part. Au niveau de l'utilité de la personne physique qui achète de l'immobilier, c'est son toit. Je parle pour un investisseur. Donc si vous commencez à lui dire, attention là, sur votre actif d'inflation, on ne sait pas très bien où va l'inflation, a priori elle va être de 0, mais au cas où elle ne serait pas de 0, on va quand même vous bloquer dans le potentiel. Je dis vous bloquer, c'est probablement pas vous bloquer, mais enfin on va fixer des règles, ça va lui faire peur. C'est tout. Le risque, c'est le désintérêt, si je puis dire, d'investisseurs face à une classe d'actifs
qu'ensuite l'objectif recherché soit effectivement de rendre accessible. Mais il y a d'autres moyens. Je vais reprendre la problématique de la séparation du foncier du bâti. Si vous dites qu'il y a un rendement perpétuel de 1 ou 2% sur le foncier qui sera donné aux propriétaires fonciers, qui peut être la ville, qui peut être certains propriétaires fonciers de très long terme. On parlait de la SNCF, c'est un peu par hasard qu'ils sont devenus riches grâce à tous leurs entrepôts. Ce n'était pas une stratégie de l'entreprise, c'était une conséquence de son activité première qui était de déplacer des gens. Enfin, vous leur dites, vous avez 2% de rendement à perpétuité sur votre foncier, d'un seul coup, vous avez 40% du bilan de promotion qui diminue. Et les 60% qui restants deviennent tout à fait accessibles en loyer, tout à fait accessibles, mais vous n'achetez que le bâti. Et il y a, comme dans le système anglais, un landlord qui reste propriétaire à 200 ans, 300 ans, etc., qui fait son boulot sur le seul bien qui est réellement malthusien, qui est la terre. Donc, vouloir demander un rendement sur un bien malthusien qui est la terre, qui est comparable finalement à un bien qui a une durée de vie qui est celui d'un immeuble, à la base, c'est assez stupide. Donc, si vous voulez, on peut dissocier le foncier, on peut dissocier dans le temps, les gens vivent plus longtemps, donc ça pose des problèmes de transmission. Autrement dit, il y a tout un tas, mais tous ces systèmes-là existent déjà juridiquement. Ils ne sont pas utilisés ou peu utilisés. La location-accession, par exemple, avec un tiers de confiance, qui donne la possibilité en période d'activité de payer plus cher pour pouvoir acquérir son bien beaucoup moins cher quand on au sol d'une période de vie active, c'est quelque chose qui est une réponse concrète à la différence entre l'activité et la retraite. Bon, et ça, un tiers de confiance, ça peut s'appeler une banque, ça peut s'appeler la Caisse des dépôts. Je veux dire, c'est pas très compliqué. C'est un tiers de confiance qui garantit le remboursement à l'échéance si vous ne levez pas l'option. Pourquoi est-ce que ce type de démarche, au niveau de municipalités comme Paris, ne semblent pas plus... Peut-être qu'elles le sont, hein. En tout cas, je ne les ai pas vues en débat. Alors que ce sont des réponses juridiques et financières qui existent. Christian Nicole, justement, cette question d'un bail amphithéotique ou alors d'une vraie séparation du foncier et du bâti, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez aussi travaillé et un axe de réflexion? À Paris, mais Yann pourrait le dire mieux que moi, à Paris, le système du logement social est bâti principalement sur le bail amphithéotique, qui est le moyen de réduire le coût du logement pour les bailleurs sociaux. Pour le logement privé, j'avoue que j'ai pas le sentiment que les gens, en tout cas, soient favorables à forcément une dissociation du bâti et du foncier. On a vu tout à l'heure dans la table ronde précédente des promoteurs privés et sociaux dire qu'ils étaient tout à fait partants pour ce genre d'initiative. Ils sont partants, mais en fait, on n'en voit jamais sortir des opérations comme ça. C'est un peu ça que je veux dire. Tout le monde dit que c'est bien, mais en fait, il n'en sort pas énormément dans le parc privé. Ça ne sort pas parce que c'est l'appât du gain. Je veux dire, il faut aussi que les responsables, pour le coup, des différentes entités, regardez l'hôpital d'Aenec. C'était un hôpital, c'était à qui appartenait le foncier à cet endroit-là. Effectivement, on va sortir à 20 000 € du mètre carré. Vous auriez dit, OK, on admet une rente perpétuelle on achète le terrain en rente perpétuelle avec un rendement de 2%. C'était pas 20 000 €, c'est à 12 000. Pourquoi que tout le monde veut, sur son bien idiosyncratique foncier, pas tirer le maximum, y compris les acteurs publics qui après se plaignent en disant « Ah bah oui, mais non, on ne peut plus, on n'arrive pas à s'en sortir et les prix ont dérapé. » Il faut un peu de cohérence dans le discours total, quoi. Après, on m'expliquera qu'il y en a un qui appartient à l'État, l'autre à la communauté, le troisième aux hôpitaux de Paris, le quatrième à je ne sais pas quelle région ou commune.
Attendez, franchement, vu d'un peu au-dessus, c'est assez stupide. Justement, la ville de Paris, cet effort-là, ce travail-là, elle est prête elle le fait, elle est prête à le refaire. Là, je crois qu'on touche à un vrai sujet, et en l'occurrence aux points sur lesquels nous sommes susceptibles de progresser. Bon. D'autant qu'effectivement, l'exemple de la Hennec, mais même l'exemple de Batignolles, nous montre que ce que nous avons fait n'est sans doute pas ce qu'il y avait de mieux à faire. Bon. Je reprendrai l'exemple de Batignolles. Batignolles, c'est quoi? Sur la partie logement, moitié de logement social, donc classe moyenne, famille modeste, moitié logement privé, à des prix qui sont trop chers, y compris pour des classes moyennes sup, Qui ont baissé au fil du temps. qui ont baissé au fur et à mesure, mais avec des promoteurs qui eux-mêmes nous ont dit il faut sortir de cette logique folle et faire en sorte qu'on ait des prix d'accession maîtrisés qui nous permettent d'avoir des classes moyennes qui puissent acheter. C'est sur cette question-là qu'il faut qu'on avance. Et c'est justement l'objet de la charte que nous avons signée avec les promoteurs. Trouver aussi des dispositifs de dissociation du foncier et du bâti. Tous les montages qui nous permettent d'avoir des classes moyennes qui se logent à Paris sont des montages qui nous intéressent. Et c'est sur cette voie-là, à mon sens, qu'il faut qu'on avance, d'autant qu'on part de loin. Pour être franc, moi je trouve qu'à Paris, ce qu'on a fait sur le développement du logement social depuis 2001 est fondamental. On a eu raison de le faire. On s'est battu pour ça. On avait un retard extrêmement important. On continue à développer le logement social à Paris. C'est pour moi une clé. En même temps, de même que l'encadrement des loyers, le développement du logement social ne peut pas à lui seul résoudre le problème du logement dans la capitale. Donc il faut qu'on trouve d'autres pistes. Et celles-ci en font effectivement partie. Et je souhaite qu'on avance sur cette question-là, qui est effectivement une question très importante. Et puis je voulais quand même dire une chose, c'est que ce que je trouve gênant, et je vais vous raconter le débat que j'ai eu hier en conseil d'arrondissement, ce que je trouve gênant, c'est que le débat sur l'encadrement des loyers peut donner l'impression, en étant le point de focalisation de tout le débat sur le logement, qu'il y a une forme de rupture entre nous et les professionnels de l'immobilier. Or, le sujet fondamental, c'est quand même de savoir comment on construit plus. Or, quand on dit qu'il faut construire plus, on a des gens face à nous quand même. Ce n'est pas un discours aussi consensuel qu'on peut l'imaginer. Hier, j'étais en conseil d'arrondissement dans le 18e. Yves Lafoucrière pour en parler. Il y avait un projet de logements sociaux à côté du stade Championnet. On a eu un débat dans mon arrondissement délirant depuis maintenant des mois, sur un projet qui visait à densifier un peu une parcelle, sur un stade sans pour autant diminuer les surfaces sportives, sans pour autant diminuer les espaces verts. Et les mêmes gens qui viennent nous voir dans notre permanence, souvent en nous disant on veut un logement social, se sont mobilisés et de fait ont empêché la production de ces 60 puis 40 logements que nous voulions produire à cet endroit-là. Et des gens hier se pointaient au conseil d'arrondissement avec des pancartes sur lesquelles était écrit « Stop logement ». Il faut qu'on sorte de ça. On ne peut pas continuer comme ça. Et moi, ce que je veux, c'est qu'on se batte ensemble pour faire monter l'idée qu'on a besoin de construire plus de logements. Ça a l'air bête de dire ça comme ça. Mais ce n'est pas si consensuel que ça. Et si on n'a pas une majorité avec des professionnels de l'immobilier, des élus qui prennent leur part de responsabilité et qui arrêtent de tenir des discours démagogiques et qui n'osent pas tenir cette position-là. Il faut être fort sur cette question. On doit se battre pour construire. Construire. Les gens sont schizos sur cette question. Très schizos. Ils nous font croire qu'ils veulent du logement, mais dès qu'on veut en construire, ils se mobilisent pour éviter qu'on le fasse. Donc battons-nous ensemble pour augmenter la production de logements à Paris comme ailleurs, mais à Paris singulièrement où la pénurie est forte. Alors, si je puis me permettre, c'est peut-être pas la bonne question que vous avez posée aux Parisiens. C'est peut-être pas la baisse des loyers qu'il faut leur demander. C'est qui était propriétaire de l'immeuble de la Météo au coin du quai Branly et de l'avenue Rapp. Si on leur avait dit, ça a été vendu 70 millions d'euros le terrain.
probabilité. Il se trouve qu'on a construit une église orthodoxe pour faire plaisir à Poutine et qu'il l'a payé très cher. Ça a dû faire entrer certainement ça. Non, mais personne n'y est jamais pour rien. Mais la résultante, c'est peut-être très bien qu'il y ait une église orthodoxe. Et puis en plus, comme il la paye, ça fait des sous qui rentrent. Donc, simplement, quand on veut vendre son terrain à 70 millions, ça calme quand même les promoteurs. On peut le dire. Maintenant, vous avez une autre opportunité. Je ne sais pas si vous pouvez y faire quelque chose ou pas. Mais le boulevard Saint-Germain, là, vous voyez, c'est le machin qui est dans Paris, qui est plutôt rive gauche par rapport à Montmartre. Mais il y a tout le quartier de la Défense, du ministère de la Défense. Oui, oui, c'est prévu, mais à quel prix? Je veux dire, si vous demandez aux Parisiens maintenant, vous avez un patrimoine public qui n'est pas valorisé, hein, parce qu'on n'est pas en comptabilité en partie double dans l'État. On est dans un système de budget, donc on n'est pas dans un système avec un actif et un passif. Mais qu'est-ce que va faire l'État? Il va chercher, il va faire un appel d'offres au plus offrant. Ouais, enfin, excusez-moi, on est dessus. Oui, oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez l'hôtel de la Marine, vous avez plein de choses comme ça. Autrement dit, si vous dites aux Parisiens, votre patrimoine, est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on le cède moins cher ou à ce qu'on fasse de l'amphithéose, c'est-à-dire qu'on reste propriétaire et qu'on loue le terrain à 2% par an plutôt que de chercher profit maximum. Mais ça se traduira probablement par un maintien de vos impôts locaux assez élevé, puisque c'est autant d'argent qui ne rentrera pas dans les caisses de la mairie de Paris. Ça devient une question intéressante, parce que ça rejoint celle que vous décrivez, c'est-à-dire je veux des logements, mais chez les autres. Ça, on l'a... baissez-moi mon loyer, mais par contre, n'en construisez pas pour d'autres. Moi, je dis oui, il y a moyen de baisser les loyers en baissant le foncier, il n'y a aucun problème. C'est juste qu'il ne faut pas maximiser le rendement du foncier quand on est propriétaire foncier de l'État. François ça, il n'y a pas... Ah bon. Alors, avant d'interroger François Davy, je crois que Christian Nicole avait une réaction. Oui, sur le foncier, il se trouve que je suis membre de la Commission nationale sur l'aménagement, l'urbanisme et le foncier, qui statue sur toutes les ventes de terrains publics. Et donc, ce qu'il faut savoir, mais bon, je pense que vous le savez tous, c'est que l'obligation est faite depuis la loi de 2013, je crois, de faire une décote sur tous les terrains qui est fonction des programmes de logements sociaux qui sont construits dessus. Si vous construisez un programme avec 100% de PLAI, la décote elle est égale à 100%, donc le terrain il est gratuit. Bon, plus vous montez en gamme, moins la décote est importante, mais ce mécanisme existe. Donc voilà, il existe pour le logement social, certes. Pour revenir sur l'encadrement, même si j'ai compris que ça ne devait pas être le sujet de focalisation de tout le monde, vous dites on fait un pas en avant, on parle de l'encadrement certes, mais on a toute une batterie de mesures à côté. François Davy, est-ce que vous êtes prêt aussi à laisser un peu le sujet pour parler du positif et de la construction Ouais, on le fait déjà. Par contre, si on nous pose la question sur l'encadrement des loyers, on répond. Donc oui, on est contre l'encadrement des loyers, oui, on prévoit des conséquences néfastes, et on le dit. Et elles sont généralement partagées quand même, et pas simplement entre professionnels. Encore une fois, comme j'ai souligné, avec la mairie de Paris notamment, et avec l'équipe de Yann Brossard, on a des initiatives dans lesquelles on nous demande de nous associer, de contribuer, et on le fait. Et c'est tout à fait normal. On a cité les multilocs, on a cité la surévaluation, on a cité la transition énergétique. Il y a d'autres sujets bien évidemment, et on prend nos responsabilités. Ce n'est pas nous qui sommes les maîtres du jeu. On a nos responsabilités. Il y a plein de sujets sur lesquels la mairie, les élus locaux ne peuvent rien au niveau des immeubles, parce qu'il y a le droit de la copropriété. Donc nous, gestionnaires de ces parties communes, on a une responsabilité extrêmement importante. Et là, cette responsabilité, on répond présent. C'est une question, effectivement, d'être, je dirais, c'est un acte civique, c'est un acte citoyen en tant que personne morale, de contribuer à ça. Baisser, effectivement, quand on sait que 80% des copropriétés ont été bâties avant 1980 et ont une performance énergétique déplorable, ben ça, c'est un sujet extrêmement important qui vise, effectivement, à baisser. Hein, on voit bien que l'environnement, la qualité de l'air, tous ces éléments-là vont devenir de plus en plus importants au niveau des règles de vie de tous ensemble. Mais il y a également le fait, effectivement, qu'on maintienne un parc locatif en bon état.
Nous, professionnels, on dit effectivement attention à la mixité. Le développement du logement intermédiaire, c'est probablement ce qui permet également de mieux faire accepter le logement social. Et c'est quelque chose qui correspond également probablement à une aspiration de l'ensemble des classes. La seule, je dirais, réponse au logement social, on voit bien qu'elle a un temps limité et que ce n'est pas quelque chose qui va résoudre l'ensemble du problème. Mais je dirais quand même, il y a ça aussi, et nous, on voudrait attirer sur le fait que cette loi ALUR, mais d'autres, ont quand même eu un effet de déséquilibre par rapport à ça. Je vais probablement être un petit peu provocateur, mais en Allemagne, il y a l'encadrement des loyers, il y a une offre et les loyers sont inférieurs. Et effectivement, les investisseurs, qui sont essentiellement des personnes morales, investissent beaucoup. Mais ils savent aussi une chose toute bête. Je ne veux pas vous brusquer, M. Brossat, mais quand le locataire ne paye pas son loyer, on trouve normal qu'il ne puisse pas rester. Qu'il y ait des dispositions, bien évidemment, qui fassent qu'on ne fasse pas n'importe quoi, mais c'est aussi un élément important. Il y a des propriétaires, je vous assure, qui, quand ils ont un impayé et quand ils voient ce qu'il en est d'obtenir l'expulsion de son locataire, eh bien évidemment, ça désespère quand même ces personnes-là. Et encore une fois, il faut qu'il y ait un élément de confiance. La stabilité fiscale, on ne peut pas dire qu'on l'a, puisque les impôts, notamment les impôts locaux, continuent à augmenter, et également à Paris. La stabilité réglementaire, je pense que le CNTGI, il a encore plusieurs dizaines de décrets à sortir. La stabilité, bien évidemment, sur le fait que le contrat qui est passé avec son créancier ne puisse pas être rompu par des dispositions réglementaires qui viennent a posteriori. Et ce pacte de confiance, il faut qu'il soit tout le temps maintenu. Et ça, c'est quand même important. Donc oui, il est tout à fait normal de répondre aux besoins de la collectivité sur son savoir-faire pour des œuvres collectives et qui sont importantes, mais aussi que nous, globalement, on représente des personnes physiques et on essaye de faire valoir leurs intérêts et de bien faire comprendre ça. Et c'est ça. Quand on défend effectivement et quand on combat l'encadrement des loyers, on protège aussi le locataire et on protège aussi le propriétaire. Nous, on veut qu'il y ait plus de parcs locatifs et que cet équilibre entre le locataire et le propriétaire soit accepté, assumé et vécu de manière harmonieuse par les deux parties. Ce n'est plus le cas à l'heure actuelle. Alors Yann Brossat, on ne va pas vous demander de répondre à le flot de questions qui a été soulevé par M. Davy, mais quand même, il y a 2 points qui ont été évoqués à la fois par Xavier Lépine et François Davy, qui sont le premier, l'entretien à long terme, les conséquences à long terme sur le parc, à la fois sur l'entretien, la dégradation des copropriétés, et également sur, un ex-président a évoqué une France de propriétaires. Est-ce qu'on va se retrouver avec un Paris bourré de propriétaires, mais où il n'y a plus de bailleurs parce qu'ils ont choisi de vendre leurs biens? Sur ces 2 questions-là, d'abord, je trouve quand même que le débat est intéressant parce qu'il nous a permis d'aborder d'autres sujets que le seul sujet de l'encadrement des loyers, ce qui était mon intuition de départ, à savoir qu'on gagne à aborder la palette de solutions et pas uniquement en se focalisant sur ce sujet-là. Sur la question de l'entretien, je l'entends, mais comme sur l'ensemble des griefs qui sont portés sur l'encadrement des loyers, je l'entends, mais je ne le vois pas. C'est-à-dire que pour l'instant, on se base, vous vous basez sur des prévisions, vous nous dites voilà ce que ça va produire. Pour l'instant, je ne vois rien qui ressemble à ça. Bon. Et je ne constate pas, depuis la mise en place de l'encadrement des loyers, mais d'ailleurs il est trop tôt pour le faire, de dégradation du patrimoine. Enfin bon, on est à 3 mois, donc ce serait absurde de le faire, mais enfin dans les 2 sens. Multiloc est de ce point de vue une très bonne réponse, puisque Multiloc, c'est de l'aide à l'embellissement, de l'aide aux travaux, pour des propriétaires qui acceptent de mettre en location des biens 20% en dessous du prix du marché. Donc nous avons mis en place un produit et un dispositif avec les professionnels de l'immobilier qui répond à cette préoccupation-là. D'ailleurs, la prime peut monter jusqu'à 15 000 € par appartement. Donc c'est une aide conséquente. Et la ville de Paris ne s'est d'ailleurs pas fixée de maximum. Nous voulons mobiliser le plus de logements possible. Donc c'est notre réponse à cette question-là. L'autre question, c'était le fait qu'on allait avoir massivement, suite à l'encadrement des loyers, vente d'appartements du coup des propriétaires occupants et une rétractation de l'offre locative à Paris. Les premières statistiques, mais là encore on est à 3 mois,
qu'on a, je pense en particulier à quelques études qui ont été faites, ne montrent pas qu'il y a eu une diminution massive, mais là encore, on est à 3 mois, donc les estimations sont peu fiables, de diminution de l'offre locative à Paris. Bon. Par ailleurs, nous expliquer que Paris va être une ville de propriétaires occupants, excusez-moi, mais enfin, Paris, c'est 60% de locataires aujourd'hui à Paris. Paris est massivement une ville de locataires. C'est la proportion inverse de la proportion nationale. Paris est d'ailleurs une ville dans laquelle on passe, c'est pas toujours une ville dans laquelle on reste. Bon. Donc pour l'instant, on en est loin quand même. On n'est pas dans cette situation-là. Bon. Et puis dernier mot, la question du prix du foncier est effectivement une question très importante. Bon. Que l'État soit un peu schizophrène, comme nous d'ailleurs la ville elle-même sur un certain nombre de ZAC au cours des années passées, c'est vrai. Qu'il faille en sortir, oui. Bon, trouvons les moyens ensemble d'en sortir, ce qui suppose qu'on ait aussi des garanties sur les prix de sortie, parce que sinon, c'est perdant-perdant. C'est-à-dire que la ville accepte de vendre à des charges foncières basses si c'est pour qu'au final les prix de sortie soient délirants, hein, on s'est fait avoir. Bon, c'est évidemment pas notre objectif. Bon. Donc la question, c'est comment on est capable de mettre en place des pactes ensemble qui nous fassent sortir de cette situation qui, de notre point de vue, n'est pas la bonne. Mais je vois en face de moi le maire d'Ivry qui pourrait en parler au moins aussi bien. J'ai visité récemment des logements qui ont été produits à Ivry-Confluence, avec Bouygues, je crois d'ailleurs, qui sont la démonstration de ce qu'on est capable de faire quand on est intelligent et qu'on réussit à construire des partenariats efficaces. Faisons pareil à Paris. Je ne dis pas qu'on arrivera à produire à des prix équivalents, mais en tout cas, c'est dans cette voie-là qu'il nous faut avancer. Juste une petite réaction de financier. On a résolu ce problème-là il y a déjà très longtemps avec l'État. Il y a un truc qui s'appelle l'OAT, il y a un autre qui s'appelle l'OATI, obligation à terme de l'État et obligation à terme indexée sur l'inflation. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a aucun problème de dire à quelqu'un, vous avez un rendement, un revenu, donc un rendement par rapport à un prix d'achat qui est capé. Alors, en l'espèce, on dit on ne va plus prendre l'inflation parce qu'on ne sait pas très bien où ça va, on va mettre autre chose en place. Mais la contrepartie qu'a donnée l'État immédiatement en créant l'OATI, c'était de dire, oui, mais vous inquiétez pas, je vous redonne 100. C'est-à-dire, autrement dit, si vous dites, je capte quelque chose, je limite le rendement possible, la contrepartie naturelle, c'est de dire au preneur de risque, votre risque est plus faible. Que vous soyez un particulier qui achète, un institutionnel à force théorie, ben vous dites, ok, ben dans ces cas-là, si je vous capte et que vous ne pouvez pas faire plus de 1% de rendement, ça devient votre choix, mais par contre, ce rendement-là, il devient certain. Vous ne pouvez pas faire durablement un système asymétrique en disant, si c'est pas bon, c'est pour vous, et si c'est bon, c'est pas pour vous. Sinon, il va ailleurs. On n'est pas dans un monde où, où on peut diriger comme ça en disant, voilà, c'est ça qu'on veut faire, c'est ça que vous allez faire. On ne va pas lever un impôt pour que tous les gens qui aient plus de X centaines de milliers d'euros investissent dans des appartements. Ça a peut-être existé, il y avait l'impôt sécheresse en 1976. D'ailleurs, ce n'était pas un impôt, c'était un emprunt. Mais autrement dit, dans vos réflexions, il faut que vous intégriez la contrepartie financière, la garantie que vous donnez, qui n'est pas forcément une garantie à 100%, mais vous ne pouvez pas dire d'un côté je bloque et d'un autre côté vous restez en l'air. Oui, c'est pas. Il faut avoir une approche de financier. Si vous voulez avoir une approche je veux dire, on a une vision holistique du monde aujourd'hui. On ne peut pas dire d'un côté j'ai des locataires, de l'autre côté des propriétaires, ensuite des gens qui ont du foncier, tout ça. Mélangeons tout, d'accord, mais tout. Et le truc par petits bouts, c'est généralement pas très bien perçu. Vous savez, on était parti avec le Grand Paris, avec les gens du Grand Paris, pour vendre le Grand Paris en Chine, en disant, vous savez, on va construire 200 km de voies ferrées, 70 gares, vous allez voir ce que vous allez voir. La France est en route, etc., etc. Puis on est revenu le jour où on a annoncé officiellement que la tour Triangle était arrêtée. Bon, on passait pour des cons. Franchement, on passait pour des cons. On venait de leur expliquer qu'il y avait eu 2 mandatures qui avaient soutenu le projet du Grand Paris. Le premier truc qui sort, paf, retoqué en public, parce que
la rumeur publique disant ils ne sont pas plus cons pour la lire, il y a 2 personnes qui sont engueulées. Il faut être un peu conséquent dans ses actes. Et nous, on ne peut pas aller vendre le Grand Paris aux investisseurs institutionnels, à l'étranger comme en France, et en même temps leur dire, vous êtes... ah oui, mais attends, là, tel truc, c'est non. Là, on ne fera pas d'amphithéose, là, on va maximiser notre rendement, là, on est schizophrène. Tout ça, on comprend bien, on le vit partout. Mais une fois de plus, moi, la conséquence, c'est que mes Chinois, je leur ai vendu le siège de Thales en Allemagne. Bon, ça, c'était facile. Un locataire, une signature, un immeuble Braham, et tout ce qu'on veut, et un rendement de 6% sur la signature de Thales. La messe est dite, aurait dit Henri IV, mais... Moi, je voulais repartir sur... Vous avez évoqué les risques qui ont été donnés à l'encadrement des loyers, l'absence d'entretien des logements, l'écrêtage par le haut, ce genre de choses. Il y avait aussi un sujet que j'aurais aimé aborder avec vous. Vous l'avez fait tout à l'heure, Xavier Lépine, même s'il est un peu annexe, c'est Airbnb, les locations saisonnières. Est-ce que la tentation pour un propriétaire d'une résidence secondaire ou d'un logement, oui, ça ne serait pas de changer de mode de location et de basculer sur ça, ce qui fait que ça échappe encore au parc locatif? Oui, je pense que c'est un sujet, et là, bien évidemment, en tant que professionnel, on alerte. On alerte parce que il y a une étude qui va bientôt sortir dans la presse et qui montre qu'il y a des petits malins qui achètent dans l'île Saint-Louis des meublés, qui ne les habitent pas et qui en font une exclusivité pour Airbnb. Donc, moi, je ne suis pas hôtelier, donc je n'ai pas à me plaindre par rapport à ça, mais on voit bien que sur ces sujets-là, alors je comprends que demander à Airbnb de percevoir la taxe de séjour, ça soit une première mesure, c'est quand même normal, mais là, il y a effectivement un total irrespect de la loi, puisque ce n'est pas la même nature du bien, il n'y a pas l'occupation bourgeoise, et ça, c'est quelque chose où effectivement, là, on va se tourner vers le politique en disant, que fais-tu pour qu'effectivement ce type d'abus ne puisse pas se reproduire, et que surtout, puisque même on a des cas, nous, et on y veille beaucoup, on a 3 problèmes. D'abord, des locataires qui n'hésitent pas à louer à Airbnb alors qu'ils n'en ont absolument pas le droit. Voilà. Deuxièmement, le désagrément dans les copropriétés avec des demandes effectivement d'interdiction, et puis comment contrôler les 4 mois, effectivement, possibilité de ça. Et le troisième sujet, c'est que ça crée de vives tensions au niveau des copropriétaires d'un même immeuble, et que bien évidemment, dès qu'il y a un problème dans une copropriété, c'est le syndic qui est responsable. Donc, par rapport à ça, on ne demande pas de l'aide, mais on dit là, il faut des règles rapides, qui soient indiscutables et qui fassent qu'effectivement, alors en plus, je crois qu'il paraît qu'en plus, il y a une partie des revenus qui échappe à l'impôt ou des choses comme ça. Bon, bien évidemment, je dis ça, mais forcément, ce n'est pas vrai. Mais par rapport à ça, là, il faut quand même qu'il y ait une réponse rapide, notamment pour interdire à des personnes d'investir sur des logements Airbnb. Alors là, je crois que la mairie de Paris sera un petit peu d'accord avec vous. Vous voyez, ils savent aussi... Je constate surtout que vous êtes d'accord avec moi, en matière d'économie, on a besoin de régulation. Et en l'occurrence, face au développement exponentiel des meublés touristiques, qui entre nous n'a rien à voir avec l'encadrement des loyers, ça fait des années qu'à Paris, on a un développement monstrueux des meublés touristiques dans un certain nombre de quartiers qui rend la vie impossible. Bon. Oui, il faut qu'on régule ce phénomène des meublés touristiques, c'est devenu complètement fou. Complètement fou. Enfin, dans un certain nombre de quartiers, si ça continue comme ça, on n'aura plus d'habitants et on n'aura plus de commerce de proximité. Et dans une ville qui est déjà très construite comme Paris, la question de l'utilisation du parc existant est une question fondamentale. Et donc, si les logements sont remplacés par des meublés touristiques, on va dans le mur. Parce que si nos productions de logements nouvelles sont compensées par des transformations de logements en meublés touristiques, le solde, il est nul, voire négatif. Donc, comment on fait ? Un des règles, et nous avons renforcé les règles en matière de régulation des meublés touristiques, en renforçant notamment le système de compensation de manière très forte, pour rendre plus dissuasive la transformation de logements en meublés touristiques. Mais deuxièmement, des règles sans contrôle, ça ne sert à rien. Et nous avons maintenant une équipe, on peut toujours dire qu'elle n'est pas assez nombreuse, mais une équipe au sein de la direction du logement et de l'habitat, une équipe de fonctionnaires, comme quoi les fonctionnaires c'est utile aussi, qui permettent de contrôler les meublés touristiques. Et troisièmement, il faut des sanctions. Et systématiquement, quand il y a infraction, nous transmettons le dossier au parquet. D'ailleurs, nous avons modifié la règle. Jusqu'à présent,
on passait par une période de négociation avec le propriétaire avant de transmettre le dossier au parquet. Désormais, le dossier est immédiatement transmis au parquet pour qu'on ait des sanctions à la clé. On ne peut pas accepter que des gens transforment comme ça leur logement en cash machine avec des studios qui sont loués 1 000 € la semaine. Sinon, c'est le visage même de Paris qui sera complètement transformé. Et dans le même temps, évidemment, régulé dans le parc social. Le directeur général des 3F a attiré notre attention là-dessus tout à l'heure. Quand je vois qu'on produit du logement social, et comme en plus on essaye d'en produire dans les arrondissements déficitaires, le jour, je visitais des logements qu'on avait produits dans le 7e arrondissement. Si la semaine suivante, vous les voyez en location sur Airbnb, évidemment que ça pose sérieusement problème. Donc ça arrive. Ça arrive et c'est scandaleux. Et c'est scandaleux parce que ce sont des logements qui ont été financés sur fonds publics avec l'argent du contribuable. Ils n'ont pas vocation à servir à faire du fric. Bon, surtout que vu les loyers qu'on pratique dans le parc social, en un jour, vous avez payé votre loyer en le mettant en location sur Airbnb. Bon. Donc contrôler. Et de ce point de vue, les bailleurs ont un rôle très important à jouer et nous avons d'ailleurs signé une charte qui nous permet d'avoir un partenariat entre les bailleurs sociaux et des sites Internet du type Le Bon Coin, du type PAP. Je souhaite qu'Airbnb signe la charte d'ailleurs. S'il y a une oreille dans cette salle qui peut relayer le message, j'en serais heureux. Je vois Airbnb la semaine prochaine et je leur redirai. Il faut qu'on soit très fort sur cette question-là. D'ailleurs, d'autres villes du monde qui ne sont pas soviétiques, sont sévères avec Airbnb. On peut parler de Berlin, de New York. Je vois ce qui se passe à San Francisco en ce moment. Je vois Barcelone. Enfin, à Barcelone, on est aujourd'hui dans une situation où on a des manifestations de riverains qui disent on n'en peut plus. Bon, il ne faut pas qu'on en arrive là à Paris. Effectivement, il faut qu'on soit capable de l'anticiper en mettant en place un certain nombre de garde-fous, ce que nous faisons et ce que nous allons continuer à faire avec énergie. D'ailleurs, on est en train de construire un partenariat avec l'UNIS sur cette question-là pour bosser plus efficacement encore. Eh bien, c'est bien la preuve qu'on n'encadre pas que les loyers à la mairie de Paris, on encadre aussi Airbnb. Merci, messieurs. Est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle? Oui, là-bas. Ici. Nombreuses questions. Allons-y. Oui, bonjour, Jean-Luc Potier, Société Amstream. On a beaucoup parlé d'encadrement de loyer. Il est certain que les collectivités n'ont pas les moyens de faire tous les logements. Donc, je pense qu'avec l'encadrement des loyers, on le verra dans 3-4 ans, les propriétaires qui verront revoir à la baisse leur loyer sur les dernières années ne seront pas très contents. Ce dont je voulais parler, c'est plus du problème de préemption. Tout d'abord, bon, il y a beaucoup de préemption. Vous dites que vous faites des nouveaux logements dans Paris, mais j'en suis pas si sûr que des logements de neufs, il y en ait autant que ça. Lorsqu'on voit que certaines opérations, le prix de revient ressort à 10 à 12 000 € du mètre carré pour faire du logement dans Paris, je trouve ça très très cher. Il y a quelques années, Yves Lafoucrière, lorsqu'il était directeur général de l'OPA, qui aujourd'hui s'appelle Paris Habitat, vendait des logements à ses locataires. Donc ça avait l'intérêt de faire sortir du parc social ces logements, mais par contre de pouvoir en construire de nouveaux, puisqu'il y avait de l'argent qui était généré par ces cessions. Et je pense que si vous reveniez à ces cessions de logements sociaux, ça vous permettrait de faire beaucoup d'opérations avec Perle, parce que là, vous auriez de quoi acheter la jouissance d'un certain nombre de logements. Voilà. Une question cette fois, Monsieur Alain Dinan. Oui, Alain Dinan, Nexity. On a beaucoup parlé de régulation, on a parlé de prix, Yann. Et de transparence, puisque vous nous en demandez pas mal, est-ce que vous pourriez en faire, vous, de votre côté aussi un peu? Je pense par exemple sur Réinventer Paris. Est-ce que vous pourriez prendre l'engagement ici que lorsque les appels d'offres seront désignés, enfin que les candidats seront désignés, vous publierez la liste et les montants des offres foncières qui ont été posées pour montrer que vous n'avez pas donné la priorité essentiellement au prix? Et sur ce point, voulez-vous répondre? Donc, ça serait intéressant quand même d'avoir votre réponse. Je vais même répondre sur les deux. Sur le premier sujet, qui est un vieux sujet, effectivement, qui est de savoir si Paris a vocation à vendre une partie de son parc social. Bon, ma réponse est claire, c'est non.
pour une raison toute simple. C'est que Paris est une ville qui est encore très déficitaire en matière de logement social. Elle est déficitaire au regard de la loi, puisque malgré tous nos efforts, nous avons atteint le seuil des 20% de logements sociaux, mais la loi c'est aujourd'hui 25%. Et gagner 5% de logements sociaux dans une ville aussi construite que Paris, ça n'est pas évident. Et donc ça passe par de la production de nouveaux logements sociaux et non pas par de la vente de patrimoine de logements sociaux que nous avons construits grâce à nos efforts. Donc je n'y suis clairement pas favorable. Que d'autres villes mettent en place des politiques comme celle-là, qui sont des villes moins tendues du point de vue du marché de l'immobilier, moins déficitaires, je peux l'entendre. À Paris, je n'y suis pas favorable, très clairement. Et la ville de Paris, d'ailleurs, n'y est pas favorable, en tout cas depuis 2001. Vous avez évoqué la question de la préemption, de l'acquisition de biens ou de logements existants. C'est effectivement une marge de manœuvre que nous utilisons, je l'assume. Elle n'est pas d'ailleurs au sein de notre production de logements sociaux majoritaire, mais elle est une arme que nous utilisons, notamment dans les arrondissements les plus déficitaires en logement social, parce que nous avons fait du rééquilibrage du logement social une priorité absolue. Moi, je ne veux pas vivre dans une ville où on a 40% de logements sociaux dans le 19e et où on a 1% de logements sociaux dans le 7e. Ce qui fait d'ailleurs que je souhaite que 50% de l'îlot Saint-Germain soit dédié à faire du logement social. La deuxième question qui a été abordée par Alain Dinin, c'est la question de la transparence. Évidemment que la transparence, si nous la demandons aux acteurs de l'immobilier, nous devons nous l'appliquer à nous-mêmes. Et je souhaite effectivement que nous puissions avancer dans cette voie. En tout cas, moi, je plaide en faveur de cette voie. J'espère être convaincant avec mes collègues adjoints à l'urbanisme et surtout adjoints aux finances. Mais croyez bien que je pèserai dans ce sens-là parce qu'effectivement, c'est juste. Et si on veut que chacun joue le jeu, il faut d'abord que la ville montre l'exemple. Évidemment, c'est logique et c'est une demande tout à fait légitime. D'ailleurs, la manière dont nous avons conçu Réinventer Paris visait à sortir d'une logique qui est une logique de seule charge foncière. C'est l'intérêt même du dispositif, puisque l'objectif, c'est de privilégier des produits innovants et non pas uniquement des produits qui rapportent. Et donc, je souhaite effectivement que la ville de Paris soit conséquente avec elle-même et donc qu'on puisse avancer dans ce sens-là. Eh bien, bravo et merci Yann Brossa, merci messieurs, Christian Davy, Christian Nicole et Xavier Lépine. On a un petit peu débordé, j'espère que Pascal Bonnefille nous pardonnera parce que voilà, c'était intéressant. Je vous remercie beaucoup.